Sur l'île de la Réunion, l'écosystème forestier est le principal réservoir de vie et pour une fois, biodiversité et tempêtes font plutôt bon ménage. Car si les plantes de toutes les espèces ont le mérite d'avoir trouvé niche à leurs racines, il n'en demeure pas moins que les tempêtes tropicales les décoiffent, les déracinent, les taillent, les bouturent, les marcotent, les sèment, les sculptent et vont même jusqu'à transformer leur substrat en une sorte de millefeuille. De ce remue-ménage sont nées entre autres les forêts de Bébour et de Bélouve, deux lieux exceptionnels dans lesquels je suis en compagnie de Johan et de Muriel. Avec mes deux jeunes compagnons d'aventure, nous évoquerons également la forêt rabougrée de Guadeloupe qui tapisse les flancs de la Soufrière, la forêt d'Orient et la forêt de Saint-Gobain. Le volcan sur lequel vous avez la chance d'habiter est sorti de la surface de l'océan Indien il y a 3 millions d'années. À cette époque, la flore et la faune ressemblaient en gros à celles qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, partout sur la planète. Et nos ancêtres savaient fabriquer des outils en pierre sans se taper sur les doigts. Vous savez que tous les paysages ont une histoire. Vous êtes déjà venu ici? Non. Moi, oui. Tu es venu là déjà, Muriel? Oui. Eh bien, voyez le Piton des Neiges. Il y a 220 000 ans, il s'est mis en sommeil, il s'est endormi. Il s'est effondré sur lui-même, il s'est bouché. Et ça a duré pendant 70 000 ans. L'érosion en a profité, le vent, la pluie sont venus faire fondre ce volcan. Et tous les détritus, ils ont été embarqués vers l'océan Indien. Ça a creusé une grande dépression. Et puis, il y a 150 000 ans, hop, il se réveille, de nouvelles éruptions, très importantes, très puissantes, et il se remet à pousser, 3070 mètres aujourd'hui. Mais pendant ces éruptions, le volcanisme était tellement fort qu'il y a des petits volcans sont nés, comme celui-ci, qui est en face de nous. C'est lui, là, c'est le Piton de Bébour. Il y a 20 000 ans encore, donc c'est pas très loin en arrière, il vomissait de la lave. Et là-bas dans le creux, c'est ce qu'on appelle la rivière des Marsouins. Eh bien, cette rivière des Marsouins, on va y aller parce que justement là, on va se balader dans les laves qui ont été rejetées par le Piton de Bébour. Vous voyez, cette ravine a été creusée dans des matériaux volcaniques. Et c'est quoi des matériaux volcaniques? C'est de la lave, c'est aussi de la cendre. Et on voit bien d'ailleurs là des laves. Vous voyez? Alors après, tout ça, ça a été repris par la rivière, ça a été brassé quand il y a des crues au moment des cyclones, et ça forme ces galets, ces rochers arrondis. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ici, on se rend bien compte que la végétation est tellement dense qu'elle dégouline. Elle rejoint carrément le fond de la ravine. Au début, tu nous avais dit que c'était que de la lave. Comment les plantes sont arrivées ici? Tu sais, les plantes, ça voyage. Puis il y a les oiseaux aussi qui portent des graines. Mais ici, le véritable semeur, c'est qui? C'est le cyclone. C'est lui qui va disperser d'énormes quantités de graines qui viennent de très très loin. Les îles les plus proches ici, sont lesquelles? Maurice. C'est l'île Maurice. Après, elle est à l'est, l'île Maurice. Après, c'est quoi? Madagascar. C'est Madagascar. Et derrière Madagascar, à l'ouest donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Afrique. Et Madagascar et l'Afrique représentent d'énormes réserves de graines. Tu me posais une question, Johan. Le monde n'a participé à la plantation des graines. Si l'homme a participé à la dispersion, à la plantation des graines, sur l'île de la Réunion, bien sûr, mais il n'y a pas très longtemps seulement, puisque les premiers hommes sont arrivés ici au XVIe siècle. C'était des Portugais. Et c'est le siècle d'après que les premiers Français sont arrivés avec des Malgaches. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont introduit des plantes. Et ça continue encore aujourd'hui. Regardez ici. Derrière, là,
il y a une énorme plante, une énorme touffe, ça c'est de la vigne marronne. Et ça vient de Sumatra, ça vient d'Indonésie. Ici, elle n'a pas de prédateurs, alors elle s'étale, elle prend la place des autres plantes. Et c'est pareil pour le fuchsia là-bas. Quelqu'un l'a amené, il est sorti des jardins, il s'est sauvé et maintenant on le retrouve dans la montagne. Et c'est devenu, comme la vigne marronne, une véritable peste végétale qui prend la place des plantes qui étaient là avant elle. En métropole, à ce sujet, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Je me promenais dans la forêt de Saint-Gobain, puis j'entends une tronçonneuse. Alors comme j'aime bien voir travailler les bûcherons, je suis le son de la tronçonneuse et j'arrive dans un endroit où le son arrivait du sommet des arbres. J'ai même été forcé de me reculer parce qu'à cet endroit-là, il pleuvait des branches. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le bûcheron était là-haut. Il était accroché dans les branches, justement. Il était harnaché comme si il était dans la montagne, accroché à une falaise. Et du bout des bras, il tendait la tronçonneuse et il coupait des branches. Et sur ces branches, il y avait des graines. Et quand on regarde les graines d'érable de près, elles ressemblent à des hélices d'hélicoptère. Elles sont très belles. Alors, il faisait tomber les branches et il récoltait ces graines. Ces graines servaient à planter des érables dans une forêt où ils étaient rares. Mais ça a dû abîmer l'arbre. Tu sais, les érables sont des arbres résistants, mais celui-là a quand même dû mettre au moins 2 ou 3 ans à s'en remettre. Un petit crapaud. Il a pas de chance, hein? C'est peut-être le seul crapaud de la région. Oui. Et on tombe dessus. Vous en aviez déjà vu des comme ça? Oui. Il est commun ici, je crois. Hein? Allez, je t'hypnotise. Quand on met un crapaud sur le dos, il s'endort, il bouge plus. C'est vrai? Ça, ce sont des glandes. Ouais, toutes ces petites bosses, ça vous a touché? Touche avec le bout de ton doigt. Une peau de grenouille, c'est lisse. Il a les yeux sur le dessus de la tête, vous voyez? Comme la grenouille, on appelle ça des yeux en périscope. Et regardez, quand on le pose par terre, il disparaît complètement. Regardez, hop. Vous voyez comme il se confond avec la nature? Les taches qu'il a sur le dos, les formes de ces taches, bah, ça l'aide à se confondre. C'est du camouflage. Allez, file. C'est quoi ça? C'est un cryptoméria. C'est un arbre que les hommes sont allés chercher jusqu'au Japon. Faut le faire quand même, non? Ah oui. Ils ont planté cet arbre parce qu'ils sont intéressants économiquement. Quand ils poussent, ils poussent tout droit. On peut faire des poteaux avec ces cryptoméria. Cryptoméria. En plus, le bois est très dur et il est imputrescible. C'est ce qui fait qu'économiquement, il est intéressant. Alors, on l'a planté là et c'est bien dommage, je trouve quand même, pour le paysage. Et c'est drôle parce que on est en train de voyager, là, de marcher dans une mer d'arômes. Vous voyez dans la forêt ici, dans l'obscurité presque de cette forêt de cryptoméria, il y a des maos. Ils attendent une nouvelle chance. Dès que les cryptoméria auront été coupés, parce qu'on en aura besoin un jour pour faire des planches et des poutres, eh bien les maos pourront redémarrer. Il y a des trous dans la feuille. Et oui, c'est une véritable dentelle. Et ça, c'est très important, parce que le mao pousse dans un endroit qui est déjà sombre. Alors ces grandes feuilles arrêtent la lumière. Grâce aux escargots et aux chenilles, qui percent les feuilles, qui viennent s'en nourrir, eh bien les rayons du soleil peuvent atteindre le sol, ce qui permet aux arômes de pousser. C'est dommage que les hommes ont décidé de détruire les Mao.
Mais dites-moi, l'île de la Réunion est une des îles de l'océan Indien qui reçoit le plus de cyclones. Vous vous rappelez du dernier? Oui. Comment il s'appelait? Dina. Dina? Oui. Alors qu'est-ce que ça a produit pour les gens? Qu'est-ce que ça a induit dans votre comportement quotidien? Ça a changé des choses? Oui. Quoi par exemple? Il y avait plus de circulation. Au niveau de l'école? Oui. On a eu une semaine de plus de vacances pour l'école puisque les routes étaient fermées, on ne pouvait pas accéder à l'école. Il y avait de gros dégâts à l'école. Il n'y a pas de toits qui sont envolés? Pas trop. Non, bon bah ça va, vous avez été un petit peu épargné quand même. Oui. Eh bien les cyclones, c'est très embêtant pour la nature en quelque sorte, parce que ça amène d'énormes quantités d'eau, et ça vous le savez bien, il y a des pluies diluviennes, il y a un vent violent, c'est ce qui casse les branches, c'est ce qui aussi peut faire envoler les toits. Eh bien ça agit sur le sol de la forêt. Ça transforme le sol. Ça agit sur le sol qui autrefois était des cendres volcaniques. Eh bien ce sol, à cause des cyclones, il peut être emporté. Il y a des glissements de terrain qui s'opèrent. Et c'est pour ça que la forêt, elle est très très importante. Parce que la forêt, elle stabilise le sol. Elle retient le sol. Mais c'est ce qui fait aussi, regardez, quand je marche, elle fait ploc, ploc, je patauge. Alors cette eau dans le sol, eh bien elle transforme les cendres volcaniques qui étaient là au départ. Elle les modifie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu comme sur du sable mouvant. Et je vais vous le prouver. Je vais prendre mon bâton. Quand on est sur le sable mouvant, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'enfonce. Hein, regardez. Et le bâton rentre comme dans du beurre. Regardez comme il va loin. Et par contre, pour le sortir, il faut que je tire très très fort. Ça, c'est vraiment la preuve qu'on est sur un sol qui ressemble au sable mouvant. Il faut donc faire attention quand on se promène dans la forêt de Bébour. Il faut tout simplement suivre les sentiers. Regardez, là c'est un arbre qui a été couché par un cyclone et puis ça l'a pas cassé. C'est des arbres élastiques. Et une branche est repartie, ça forme un tronc. Le prochain cyclone va tordre à nouveau cette branche, elle va se coucher et une autre repartira à la verticale. On est ici en quelque sorte dans une espèce de forêt millefeuille. Ce sont les cyclones à répétition qui fabriquent cette forêt-là. Alors c'est aussi très intéressant parce que on se rend compte que les branches sont manchonnées par de la mousse. Et ça, c'est dû tout simplement à l'humidité. C'est vraiment très très beau. Mais c'est impénétrable. On ne peut pas rentrer là-dedans, c'est pas possible. En fait, c'est toute cette végétation qui capte l'eau et la retient. Si quelqu'un un jour décidait d'arracher tous ces arbres et de retourner le sol, eh bien cet endroit serait aussitôt desséché. Et là, c'est très très grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais installé de culture ici, parce que pour cultiver, il faudrait arracher, labourer. Et là, dès que le sol est retourné, l'eau s'évapore et c'est la catastrophe. Tout simplement parce qu'au premier cyclone, les pluies diluviennes emporteraient le sol et cette région serait entièrement transformée en désert. Il y a d'autres endroits dans le monde où les forêts sont torturées aussi. On va se déplacer, on va à des milliers de kilomètres de là. Dans l'océan Atlantique, il y a une île volcanique, on l'appelle la Guadeloupe. Sur cette île volcanique, le volcan est encore actif. Vous connaissez son nom? La Soufrière. C'est la Soufrière. C'est, comme le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus surveillés du monde à cause de son activité, justement. Eh bien, quand on gravit cette montagne, ce volcan, on est étonné par quelque chose tout de suite, immédiatement. On est aussitôt décoiffé par le vent. Il pleut comme ici, très fort, très souvent, puis il y a beaucoup de vent. Eh bien, ce vent torture aussi les arbres là-bas. C'est un vent permanent, ce qui fait que les arbres n'arrivent pas à redresser la tête, ils n'arrivent pas à s'élever. On appelle ça une forêt rabougrie. Il y a beaucoup de points communs entre la forêt rabougrie de Guadeloupe et la forêt de Bélouve et de Bébour, ici sur l'île de la Réunion. Et entre autres, parmi ces points communs, il y a les sphènes. C'est quoi les sphènes? Ben voilà les sphènes. En fait, il s'agit de mousses. Et ici, ces mousses, quand on les observe, elles sont étonnantes parce que, vous voyez, elles ressemblent à des petites étoiles par rapport aux autres mousses. Eh bien, ces sphènes
On peut aussi les découvrir en France, en métropole, dans les Alpes, à la surface des lacs. Elles flottent sur l'eau. Ici, il suffit pour elles de s'installer sur le sol, sur des branches, des racines. Elles mâchonnent le tronc des arbres. Alors pour vous prouver qu'elles sont vraiment en relation avec l'eau, j'en prends une petite poignée et je vais écraser. Regardez ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui coule? C'est comme si j'avais une éponge dans la main. Parce que les sphinx sont constitués de diverses cellules dont certaines sont creuses et dans ces cellules, eh bien, il y a de l'eau. Alors ça, c'est très important parce que dans la forêt de Bébour, on a beau être à 1500 mètres d'altitude, d'accord, l'altitude fait qu'il fait frais ici, mais la fraîcheur est due également à l'évaporation de l'eau contenue dans la forêt et entre autres de l'eau contenue dans les sphinx. Tu sais Michel, à La Réunion, dans la forêt, il pleut beaucoup. Il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête et c'est comme ça. C'est vrai qu'il pleut tout le temps sur l'île de la Réunion et j'ai toujours connu la pluie. À chaque fois que je viens, il pleut. Et ça, c'est dû à quelque chose qui est permanent. Sur l'océan, l'eau s'évapore quand il fait chaud, c'est un peu comme une cocotte minute. Et la vapeur s'élève. Les vents d'est poussent les nuages vers l'île, vers le cône volcanique, et là, ils sont bloqués. Ils sont pris dans une sorte d'ascenseur, ils montent, ils montent, ils montent, et ils rencontrent de l'air très froid. Là, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller plus haut. Alors, ils s'entassent, et quand il y a trop de nuages, trop d'humidité, il se met à pleuvoir. Quand la pluie tombe en toutes petites gouttelettes, on dit que ça farine. Quand elle tombe en grosses gouttelettes, hein, quand c'est une pluie très dense, très forte, on dit que c'est une avalasse. Alors en plus, quand on regarde le paysage, dans la forêt de Bébour, on se rend compte que le paysage a la forme d'un entonnoir. Alors ça draine l'eau, et même pendant la saison sèche, il y a toujours de l'eau dans les rivières. Je vais vous transformer en cyclope. Pour l'allumer, c'est pas compliqué, il suffit de tourner. Elle est passée devant moi. Je vous laisse découvrir le spectacle en premier. Il n'y a pas de danger. Avancez doucement. Oh, des chauves-souris, Tout ça. là-bas. Mais non, c'est des hirondelles. Et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Ce sont des hirondelles. Et elles sont dans le fond de la grotte. Oui? Il y en a plein. Ah ouais, ouais, il y en a plein. Regardez, il y en a là-bas aussi. Et vous avez vu où elles sont? Dans leur nid. Ce sont des nids qui sont fabriqués avec du lichen. Et elles y ajoutent un petit peu de bave, probablement. Figurez-vous que ces hirondelles sont menacées parce qu'il y a plein de gens qui viennent récolter leur nid pour faire de la soupe avec. La soupe au nid d'hirondelles. Vous voyez, il y a des jeunes, on voit les jeunes. Oh là là. Oh, il y en a une qui fait sa crotte. Regardez. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans cette grotte? Du bois. Eh bien, c'est la rivière. Quand il y a le cyclone, eh bien, l'eau de la rivière monte jusqu'ici et c'est le courant qui amène les morceaux de bois morts dans cette grotte. On pourrait presque faire du feu. Michel, tu connais les fangeants? Oui, je connais les fangeons. Alors, qu'est-ce que c'est un fangeant? Tu ne me crois pas, c'est ça un fangeant. C'est une fougère arborescente. Et c'est même un terme qui vient de Madagascar. Alors à moi de vous poser des questions maintenant. Vous savez que le tronc des fougères arborescentes, eh bien, ne grandit jamais. Et regardez bien autour de vous. Peu importe la taille de la fougère arborescente, elles ont toutes la même grosseur de tronc.
je vais vous faire une petite confidence. Il y a quelque chose qui me chagrine dans la forêt de Bébourg que j'aime beaucoup. C'est l'absence de vie animale. On entend ici et là quelques oiseaux, mais on ne voit pas d'insectes, on ne voit pas de papillons, on n'entend pas de mammifères crier. On peut même s'allonger par terre, bon c'est un peu humide, mais si on s'allongeait par terre, on ne serait même pas dérangé par les fourmis. C'est quoi une forêt sans fourmis? C'est étrange quand même. Pourquoi il y a très peu d'animaux sauvages aujourd'hui à La Réunion? Tout simplement parce que les hommes les ont mangés. Quand les premiers hommes sont arrivés ici au XVIe siècle, il y avait des perroquets, il y avait des perruches, il y avait des pailles en queue, il y avait même un gros oiseau qu'on appelle le dodo. Il avait des ailes, mais il ne s'en servait plus, il n'y avait pas de prédateurs. Il y avait un petit lémurien aussi qui était magnifique, qui ressemblait à un petit nounours. Lui aussi, il a été tué pour être mangé. On l'appelait le aïe-aïe. En forêt amazonienne, en Amérique du Sud, en Guyane française, eh bien la forêt est très bruyante. Elle grouille de vie animale. J'ai fait quelques enregistrements là-bas. Je vais vous en faire écouter un. Tu entends? Ça surprend quand même. Ouais. Là, il n'est pas question de faire de la sieste. Tu entends? Oui? C'est étonnant. Oh oui. Alors, il y a très peu d'endroits dans le monde où les forêts sont aussi vides de vie animale. Si on va par exemple en métropole, dans le milieu de la France, dans la région de Troyes, dans la forêt d'Orient, on est souvent étonné parce qu'on rencontre des grands animaux, des cervidés. Alors il y en a plein de familles là, qui vivent ensemble, qui se regardent, qui jouent ensemble, il y a des jeunes aussi. Et puis on se déplace un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on trouve? Des sangliers, encore une fois, en famille. Dès qu'il commence à faire beau, les insectes sortent. Il y en a partout, il y en a de toutes sortes. Ils sont toujours très utiles, ces insectes. Et parmi ces insectes, eh bien, on en trouve qui ont des formes extraordinaires. Quand on est attentif, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Le prédateur de ces insectes. Et on l'appelle la musaraigne. Nous sommes arrivés dans la forêt de Tamarin-des-Hauts. On est sur une coulée de lave ici, une coulée de lave relativement récente. C'est là qu'ils se sont installés les tamarins. Vous savez que ces arbres sont très particuliers parce que leurs graines ne peuvent germer que si elles sont posées sur un sol entièrement nu, éclairé et réchauffé par le soleil. Ces tamarins sont des arbres uniques au monde. On ne les trouve qu'ici. Nulle part ailleurs dans le monde, on le trouve. On dit qu'il est endémique, ce tamarin. Michel, qu'est-ce qui pend aux branches? Ce qui pend des branches, c'est du lichen. C'est le fameux lichen que les hirondelles utilisent pour faire leur nid. Tu te rappelles tout à l'heure dans la grotte? Les jolis petits nids d'hirondelles. Ben voilà. Elles viennent chercher le lichen jusqu'ici, dans la forêt de Tamarin-des-Hauts. Nos parents sont au bout du chemin. C'est la fin d'une aventure, ou presque. Allez, au revoir Muriel. Au revoir Michel. Au revoir Joanne. Non, Michel. Bonne suite, soyez prudents, bon retour. Merci. Au contact de Muriel et de Joanne, je viens de vivre un grand moment d'émotion. Leur bel accent créole est aussi émouvant que le décor que nous venons de visiter ensemble. J'espère que ces deux enfants du bout du monde, accrochés à leur île merveilleuse, pourront longtemps encore
se frotter à cette nature étrange, façonnée par les cyclones.